Bonjour à tous, bienvenue. Ce webinaire pour mettre à votre disposition les travaux que mène le cabinet TCG pour DLR depuis maintenant quelques années, hein, Christophe, tu commences à bien connaître le monde de la distribution de matériel et ses réseaux. Voilà, bienvenue à tous. On attaque tout de suite. Christophe, la parole est à toi. On est Ok, ensemble pour 1 heure. c'est Surtout pas ça. de formalisme, hein. S'il y a des questions, vous interrompez, vous questionnez. On est entre nous. Ne vous gênez pas. Le webinaire est enregistré. On le mettra sur notre web TV et on le diffusera à l'écosystème dans les semaines qui viennent. Merci Christophe, la parole est à Ok, toi. bah merci Hervé, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et donc oui, alors avant de commencer, je reviens sur ce que tu disais à l'instant, Hervé. Je tiens à remercier DLR et en particulier donc Hervé et Daphné pour la confiance que vous nous témoignez depuis maintenant 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Et donc, comme certains d'entre vous peuvent le savoir ou le connaître, on a effectivement, ça fait une décennie qu'on travaille avec la commission distribution afin de fournir des analyses sur l'évolution des réseaux de distribution, à la fois de matériel BTP et de manutention. Et en parallèle, voilà à peu près 4-5 ans, on a également mis en place une enquête annuelle auprès des distributeurs afin de recueillir leurs avis sur un certain nombre de points, de tendances du marché, comme la concentration des réseaux de distribution qu'on a réalisé, enquête qu'on a réalisée il y a maintenant 2 ans. L'année dernière, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, mais on a réalisé une étude sur l'arrivée des marques chinoises. Et pour cette année, l'étude concernait l'électrification des matériels. Et puis, dernier point, depuis 2018, nous avons également travaillé avec la commission distribution sur la création et le développement d'un outil de communication que nous pensons utile à l'ensemble de la profession et qui est nommé le guide de la distribution de matériel de BTP et de manutention. Pour information, la 7e édition du guide vient d'être publiée et j'en toucherai un mot en toute fin de webinaire. Mais pour commencer et sans plus attendre, faisons un rapide état des lieux des réseaux de distribution des principales marques de matériel de BTP et de manutention en France en 2025. Pour mémoire, donc, comme je disais tout à l'heure, on a constitué une base de données depuis maintenant 2017, qui est donc mise à jour annuellement, dans laquelle on répertorie les sites de distribution de 21 marques dont les logos sont affichés dans le graphique en haut à droite sur le slide. Alors, qu'est-ce qu'on entend par site? En fait, on considère dans la base de données que le nombre de sites de distribution représente en fait le nombre de panneaux de franchise qui sont détenus par les distributeurs. Ainsi, si on se réfère aux exemples à gauche de la diapositive, lorsqu'un site arbore un seul panneau, comme c'est le cas de ce site avec la marque Case, ce site est répertorié une seule fois dans la base. Par contre, lorsque le site arbore plusieurs panneaux, 2, comme c'est le cas pour le site en rouge, la Kubota et Liber, ou 3 ou plus, eh bien, le site est compté autant de fois qu'il a de panneaux de distribution. En 2025, donc sur les 21 marques qui font partie du panel, nous avons recensé un peu plus de 1100 sites, dont 721 pour la partie distribution de matériel de BTP et 404 pour les matériels de manutention, ce qui représente une augmentation de 4% comparé à l'année 2023, qui est la dernière année sur laquelle nous avions fait cette analyse. Si l'on rentre un peu plus dans les détails, les deux tableaux ici montrent l'évolution du nombre de sites rattachés à chacune des marques du panel depuis 2022. Donc en bleu, je ne vais pas détailler les chiffres, hein, mais en bleu, vous avez l'évolution des réseaux pour les marques de distribution de matériel de BTP qui ont connu une augmentation de 13% du nombre de sites entre 2022 et 2025. Cette croissance a notamment été portée par la nomination de nouveaux distributeurs ou éventuellement par l'ouverture de nouvelles agences, principalement dans les réseaux Bobcat, Kubota et Yanmar. Pour les réseaux de distribution de matériel de manutention, le tableau rouge, l'augmentation du nombre de sites n'a été que de 8%, entre guillemets, sur la même période.
et a davantage concerné les réseaux Fenwick Manitou, mais surtout Toyota Material Handling. Donc voilà, ça c'est un rapide panorama de la base de données. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et notamment dans l'analyse des réseaux de distribution de matériel de BTP à travers le profil des investisseurs qui détiennent les sites à l'intérieur de chacun de ces réseaux. Pour réaliser notre analyse, nous avons retenu maintenant, depuis 2018, nous avions travaillé sur le sujet avec Antoine Lequelec. On avait défini 5 profils majeurs d'investisseurs. On les a conservés jusqu'à présent. On n'a pas eu de remarques particulières sur leur pertinence. Donc je vais juste les décrire en quelques mots de manière à ce que vous les ayez en tête pour la suite de la présentation. Donc en bleu, on a les concessionnaires qui correspondent, notre définition, donc, les concessionnaires correspondent à des investisseurs qui détiennent un ou deux sites de distribution de matériel de BTP de manutention et qui peuvent être mono ou multimarques selon les cas. En rouge, les groupes de distribution correspondent, eux, à des investisseurs spécialisés dans la distribution de matériel de BTP de manutention qui détiennent 3 sites ou plus et qui peuvent être aussi mono ou multimarques. En vert, les groupes que l'on a définis comme étant des groupes financiers qui ont à peu près qui répondent aux mêmes critères finalement que les groupes de distribution, à la différence près que ces groupes dits financiers ont des activités en dehors de la distribution de matériel de BTP de manutention. Là, l'exemple typique va être les groupes Dubreuil ou les groupes BPM, qui sont notamment présents dans l'automobile également. Ces deux types d'investisseurs, groupes de distribution et groupes financiers, on les regroupe dans nos analyses parfois sous le nom de groupe tout simplement, au sens large. Le quatrième profil, c'est le profil en mauve qui est constitué par les constructeurs, leurs filiales d'importation ou les importateurs exclusifs. Et enfin, en bleu clair, le dernier profil concerne les sociétés de location qui ont adjoint à leur portefeuille d'activité une activité de distribution d'une ou plusieurs marques. Donc si on commence par regarder ce qui se passe pour les marques de matériel de BTP, donc les 16 marques qui sont dans notre panel, ce premier graphe permet de comprendre la croissance Pardon, il y a une question? Non. Excusez-moi, j'ai entendu quelqu'un, je pensais qu'il y avait une question. Donc, ce premier site permet de comprendre la croissance, ce premier graphe, pardon, permet de comprendre la croissance du nombre de sites qui ont notamment été, croissance qui a été notamment tirée par les groupes de distribution et les groupes financiers. En effet, si on se focalise dans un premier temps, sur les barres bleues, on s'aperçoit que après avoir légèrement augmenté jusqu'en 2023, le nombre de concessionnaires, donc dans notre base de données, a largement diminué en 2025, et ce, au profit notamment des groupes. C'est ce que traduisent les barres rouges, dans lesquelles on peut s'apercevoir que le nombre de sites contrôlés par les groupes de distribution, ce nombre de sites a connu une croissance significative entre 2023 et 2025, par la création de nouvelles agences ou par le rachat par ces opérateurs d'opérateurs existants, concessionnaires notamment. Le nombre de sites appartenant à des groupes financiers en vert a lui aussi légèrement augmenté sur la période. Et enfin, si l'on regarde le nombre de sites qui sont dirigés par des constructeurs, donc à travers des filiales d'importation ou des importateurs exclusifs, le nombre de sites donc, dirigés par ces constructeurs ou ces filiales s'est légèrement contracté entre 2023 et 2025. Donc ça, c'est un raisonnement en valeur absolue. Maintenant, si on raisonne en valeur relative, ce graphe souligne qu'entre 2021 et 2023, les groupes, donc au sens large du terme, c'est-à-dire que là, on cumule à la fois les groupes de distribution et les groupes financiers, ont progressé de 5 points de pourcentage donc dans le poids relatif représenté dans la distribution de matériel. Donc, ils sont passés en 2021, ils représentaient 54% des sites et 59% en 2023. Et là, en 2025, on s'aperçoit que leur position s'est largement renforcée, puisque désormais, leur part dans la distribution représente 64% du nombre de sites.
Alors, cette progression, elle s'est faite notamment au détriment des concessionnaires qui, comme vous pouvez le voir dans les barres bleues, ont vu leur poids dans la distribution se réduire de manière assez significative, puisqu'ils pesaient 26% en 2021 et ne pèsent plus que 21% pardon, du nombre de sites en 2025. À partir de là, on va isoler ou exclure de notre analyse à la fois les sites détenus par les constructeurs, les filiales, et les sites détenus par les agents. Et là, on ne s'intéresse qu'à ce que l'on a considéré comme étant des investisseurs privés. Et donc, ce premier graphe montre, Excusez-moi, oui, je suis désolé, vous avez dit qu'on pouvait vous interrompre, je me permets. En fait, j'ai oui, pas je très vous bien dis. compris la précédente slide où il y a une sorte de transfert de l'activité vers vers la distribution. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire que la part distribution a augmenté Ça veut par dire rapport que, aux concessions? Enfin, c'est pas très clair pour moi. alors, ça veut dire qu'on a, dans notre base de données, on a 1100 sites aujourd'hui. Ouais. On a rattaché chacun à un profil d'investisseur que j'ai décrit juste avant, les 5 profils que j'ai décrits. Et en fait, lorsqu'on regarde le poids relatif de chacun de ces profils dans la distribution, on s'aperçoit que le poids des concessionnaires a largement diminué au profit des groupes de distribution ou des groupes financiers qui représentent aujourd'hui dans notre base de données 64% du nombre de sites, alors que les concessionnaires ne contrôlent que 21% des sites présents dans notre base de données. Est-ce que c'est plus clair? Oui, ça veut dire que les matériels qui jusqu'à présent étaient donc distribués par des concessionnaires le sont moins au profit des groupes de distribution qui, eux, sont Exactement. intégrés, c'est ça? Qui, eux, c'est-à-dire que soit le concessionnaire a été racheté ou a disparu et la carte a été reprise par un groupe de distribution ou un groupe financier en l'occurrence. Hmm. Ok, je comprends mieux. OK? Voilà. Ouais, merci. Je vous en prie. Donc là, je reviens sur ce graphe-là, où là, on ne considère que les investisseurs privés. Donc encore une fois, on exclut du raisonnement les sites qui appartiennent à des constructeurs ou à leurs filiales, et également, mais c'est beaucoup plus marginal, les sites qui appartiennent à des agents. Euh, et on montre l'évolution du nombre d'investisseurs privés donc présents dans notre base de données depuis 2021. Et on a également, donc ça c'est la partie gauche du graphique, et sur la partie droite du graphique, on vous parle du nombre cumulé d'investisseurs privés. Alors pourquoi le nombre cumulé? Il s'agit en fait de l'addition du nombre d'investisseurs présents dans les réseaux des 16 marques de matériel de BTP qu'on a analysé. Ainsi, si un investisseur est présent dans plusieurs réseaux, dans ce graphe, il est comptabilisé autant de fois que de réseaux dans lesquels il est présent. OK? Donc, maintenant que cette précision est faite, sur la partie gauche du graphe, on vous montre très clairement que depuis 2021, on assiste à une très nette augmentation du nombre de sites détenus par des investisseurs privés, donc encore une fois hors filiales et agents. Il est désormais de 675 sites contrôlés contre 528 en 2021, je dis, ce qui représente une augmentation de 28%. Cette augmentation significative est notamment liée, encore une fois, à la croissance, on l'a montré tout à l'heure, de certains réseaux de distribution sur la période qui s'est fondée notamment sur de l'investissement privé. Si on se réfère maintenant à la partie droite du graphique, on note qu'en raison de la disparition des concessionnaires au profit des groupes, le nombre cumulé d'investisseurs privés au sein des 16 réseaux de distribution que l'on a dans notre base de données, eh bien, ce nombre a baissé en 2025 pour revenir à quelque chose près à son niveau de 2022, avec 257 investisseurs privés, encore une fois en nombre cumulé. Si maintenant on élimine cette notion de nombre d'investisseurs cumulés, mais qu'on raisonne en nombre d'investisseurs privés uniques, c'est-à-dire qu'on ne comptabilise un investisseur qu'une seule fois, quel que soit le nombre de réseaux dans lequel il est présent. Comme le montre le graphique de gauche, en 2025, on avait 188 investisseurs privés différents qui pilotaient les 675 sites présents dans notre base de données. Ce chiffre, il est en nette diminution par rapport à 2023,
en raison de la concentration des réseaux de distribution qui, encore une fois, tout en étant en croissance en termes de nombre de sites, ont vu la commercialisation de leur gamme confiée à des groupes, et encore une fois, notamment à des groupes de distribution, au détriment des concessionnaires. Et maintenant, si on bascule sur le graphique de droite, ce raisonnement nous conduit à pouvoir calculer le nombre de sites détenus par investisseurs privés en moyenne. Et comme vous pouvez constater, le nombre de sites détenus par par investisseurs privés en moyenne a augmenté entre 2021 et 2025 pour passer de 3,2 sites à 3,8 sites, donc de 3 à pratiquement 4 sites, donc signe d'une concentration du marché. Et très clairement, cette concentration, moi qui suis spécialisé dans la distribution automobile, elle prend certainement racine dans la nécessité pour les distributeurs d'atteindre une masse critique de manière à pouvoir effectivement réaliser les investissements qui sont demandés par les constructeurs en termes notamment de standards de distribution. Donc ça, c'était pour la partie réseau distribution de matériel de BTP. On a réalisé la même analyse, mais cette fois pour les réseaux matériels manutention qui sont dans la base de données. Donc on retrouve un premier graphique qui vous montre l'évolution du nombre de sites en valeur absolue, encore une fois segmenté par type d'investisseurs. Donc après avoir connu une période de stabilité entre 2022 et 2023, les concessionnaires ont vu leur nombre de sites détenus légèrement augmenter en 2025. Par ailleurs, le nombre de sites contrôlés par les groupes de distribution et par les groupes financiers a, lui, continué à augmenter, il est en progression constante sur l'ensemble de la période. Et puis, si l'on se réfère au nombre de sites détenus par les filiales d'importation ou les constructeurs via des importateurs exclusifs, vous voyez que sur l'ensemble de la période, on fait face à une relative stabilité du nombre de sites. Mais comme on l'a fait pour la partie distribution de matériel de BTP, on va maintenant raisonner en valeur relative. Et donc là, on a sur ce graphe le poids relatif de chacun des profils d'investisseurs que l'on a définis tout à l'heure dans la distribution de matériel de manutention sur la période. Et comme vous pouvez le constater, on est sur une relative stabilité de chacun des profils, en tout cas depuis 2022, voire 2023, surtout 2023 d'ailleurs. Lorsqu'on compare les poids relatifs de chacun des profils des investisseurs entre 2025 et 2023, il n'y a aucun mouvement significatif à signaler à ce niveau-là. Tout comme nous l'avons fait aussi pour la distribution de matériel de BTP, on exclut à ce stade de l'analyse, encore une fois, les filiales d'importation et les importateurs exclusifs. Et on a le graphe qui vous montre l'évolution du nombre de sites détenus par des investisseurs privés, donc pour les sites de manutention, sur la partie gauche du graphique. Et le nombre de sites a augmenté de manière significative, de 17%, donc c'est quand même moins que ce qu'on avait eu tout à l'heure pour la partie BTP, qui était de 28%. Et dans le même temps, si l'on bascule sur la partie droite du graphe, on s'aperçoit que le nombre cumulé d'investisseurs privés, donc je ne reviens pas sur la définition du nombre cumulé d'investisseurs privés, mais vous voyez que ce nombre cumulé d'investisseurs privés est totalement stable sur l'ensemble de la période. Donc, ça signifie que les sites qui ont été créés entre 2021 et 2025 l'ont été par des investisseurs qui étaient déjà présents dans notre base de données. Intéressons-nous enfin au niveau de la distribution de matériel de manutention à notre notion d'investisseur privé unique. Le graphique de gauche vous montre qu'en 2025, la base recensait 75 investisseurs privés uniques qui pilotent donc les 323 sites présents dans notre base de données. Et ce chiffre est totalement comparable à ce que nous avions en 2023. Maintenant, si l'on bascule sur la partie droite du graphique, on découvre que le nombre de sites détenus par investisseurs privés uniques sur la partie manutention
est en augmentation quasi constante depuis 2021. Et en 2025, les investisseurs privés uniques détenaient en moyenne 5,4 sites chacun. Alors, c'est un petit peu moins marqué que ce que l'on a pu observer sur la partie distribution de matériel de BTP, mais là, il y a aussi un léger phénomène de concentration qui s'est produit, avec certainement les mêmes causes à ce phénomène. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ou est-ce que je continue? Si j'ai pas de main qui se lève, je vais continuer. Donc, j'en ai touché deux mots tout à l'heure en introduction. On a introduit depuis l'année dernière les marques chinoises dans notre analyse. Alors, on ne les a pas fait apparaître dans la première partie que je viens de vous présenter parce qu'on n'a pas suffisamment d'antériorité, mais on intégrera ces marques au fil du temps dans nos analyses. Mais pour simplement vous dresser un rapide panorama de ce qui se passe en France aujourd'hui sur les quelques marques chinoises qui ont un réseau relativement étoffé. On retrouve 4 marques dans notre panel, Sunward, Sany, Yugong et XCMG. Donc si on jette un coup d'œil au graphique de gauche en termes de nombre de sites de distribution, la stabilité est de mise, en tout cas entre 2024 et 2025, pour 3 des 4 marques du panel. Vous pouvez vous apercevoir que Yugong a perdu un certain nombre, enfin pratiquement un tiers de ses distributeurs sur l'année. Sunward et XMG sont parfaitement stables. Sany est en légère augmentation. En termes de nombre d'investisseurs, excusez-moi, il y a certainement une personne dans l'assistance qui n'a pas fermé son micro. Donc, veillez à bien rester muet. Merci beaucoup. Oui, donc je disais, lorsqu'on bascule sur la partie droite du graphe, on a répertorié les investisseurs qui sont derrière ces sites détenus, enfin qui détiennent ces sites pour les 4 marques chinoises dans notre panel. Vous pouvez le constater, on a une parfaite stabilité sur les réseaux Sunward et Sany. Sur le réseau XCMG, on a une toute petite baisse du nombre d'investisseurs avec un nombre de sites qui lui est resté stable, ce qui signifie en clair que bien, il y a un investisseur qui est sorti du réseau XCMG et ces agences ont été rachetées par un investisseur qui était déjà présent dans le réseau. Pour Yugong, très clairement, la baisse du nombre d'investisseurs accompagne la baisse du nombre de sites qu'on a pu enregistrer sur l'année 2025. Voilà qui conclut la partie analyse des réseaux de distribution avec l'évolution de la manière dont ces réseaux ces sites sont détenus par les profils d'investisseurs que nous avons définis. Et donc, je voudrais maintenant passer aux principaux enseignements de l'enquête en ligne que nous avons menée auprès de vous, distributeurs, sur le thème de l'électrification des matériels et de chantier. Donc en résumé, cette étude, on l'a lancée au mois de juin 2025. On a recueilli l'avis de 75 distributeurs. Et ces 75 distributeurs nous ont donné leur point de vue sur un certain nombre de thématiques. Premièrement, sur leur vision des matériels, des familles de matériels qui étaient les plus adaptées au passage à l'électrique, sur leur vision des principaux avantages et inconvénients de ces matériels, sur les atouts majeurs et les principales difficultés qu'on pouvait rencontrer lorsqu'on distribuait des matériels électriques, et enfin, on les a interrogés également sur les perspectives de développement qu'ils envisageaient pour le segment des engins électriques dans le futur. D'un point de vue de leur exposition à l'électrification des matériels, comme vous pouvez le constater dans le camembert de droite, 3/4 à peu près des distributeurs qui ont participé à notre enquête ont déclaré distribuer ou avoir distribué des matériels électriques, ce qui signifie que leur point de vue, dans la plupart du temps, va être basé sur une expérience réelle. Et
enfin, voilà, c'est un point qui, je pense, est intéressant à garder en tête lorsque l'on va entrer plus en détail dans l'analyse des résultats. Ce sont des gens qui ont effectivement une réelle expérience des matériels électriques qui ont répondu, en tout cas pour la plupart. Donc, on a demandé d'abord aux distributeurs quelles étaient selon eux les catégories d'engins électriques qui semblaient les plus adaptées au marché français actuel en 2025. Vous avez 45% des distributeurs qui ont identifié les nacelles et les chariots télescopiques comme étant clairement les gammes de matériel sur lesquelles l'électrification paraissait la plus pertinente. 28%, assez loin derrière, ont désigné les mini-pelles et les pelles compactes comme étant également adaptés à la transition vers l'électrification. Les tombereaux et les chargeuses compactes, comme vous pouvez le constater, ont remporté qu'un nombre marginal de suffrages, entre 7 et 9%. Dernier point sur la catégorie haute qui a recueilli à peu près 12% des avis. Les distributeurs ont notamment cité les matériels de compactage et de sciage. Le chemin vers une électrification massive du parc de machines nous paraît assez aléatoire, voire très aléatoire, car pour le moment, seuls 14% des distributeurs estiment que leurs clients sont d'ores et déjà prêts à transiter vers l'électrique. 14%. Il y a à peu près 40% des distributeurs du panel qui considèrent que leurs clients sont intéressés, mais pour le moment ne franchissent pas le pas. Très clairement, là, on a un premier creuset pour une future croissance du marché dans cette catégorie de clients qui sont intéressés, mais qui restent attentistes. À peu près 29% des distributeurs nous ont dit que leurs clients étaient soit réticents, soit sceptiques à l'idée de passer à l'électrique. Et enfin, 10% du panel pensent que les clients manquent, je vais le dire entre guillemets, simplement d'informations sur le sujet des matériels électriques. Et donc là encore, il y a certainement dans cette catégorie-là matière à pouvoir, on va dire, faire basculer les gens du thermique vers l'électrique et donc à les convaincre vers le futur, dans le futur. En termes de principaux avantages que les distributeurs perçoivent par rapport aux engins de chantier électriques, ouais, sans grosse surprise, il y a à peu près la moitié des distributeurs qui perçoivent les matériels électriques tout d'abord comme des moyens pertinents pour lutter contre le bruit sur les chantiers, notamment sur les chantiers urbains, et pour réduire évidemment les émissions de CO2. Près de 20% des distributeurs qui ont participé à notre enquête voient également dans l'électrification un moyen de réduire pour les utilisateurs les coûts d'entretien et les coûts de maintenance des engins. Par contre, dans les critères les avantages qui ont reçu le moins de suffrages, les distributeurs semblent relativement sceptiques quant à la faculté, voire très sceptiques quant à la faculté des engins électriques d'afficher des performances comparables aux engins thermiques. C'est le dernier point dans le graphe là, qui n'a représenté que 7% des suffrages. Bon, là, très clairement, on ne remet certainement pas en cause la puissance des machines, mais on remet en cause leur autonomie. Comme pour les véhicules automobiles, on a exactement les mêmes sentiments de la part des distributeurs automobiles. Quand on a posé la question aux distributeurs de matériel et d'engins, quels étaient les principaux freins selon eux qui pouvaient empêcher les clients de basculer vers l'électrique, les deux critères principaux, les deux freins majeurs ont été le prix d'achat et l'autonomie des batteries, qui représentent très clairement des obstacles au développement du marché. Viennent ensuite le manque d'infrastructures de recharge sur les chantiers, la longévité des batteries et l'obsolescence possible de leur technologie actuelle. J'imagine que tout comme sur l'automobile, on parle maintenant de nouvelles technologies de batteries qui pourraient remplacer les lithium-ion, on parle de sodium-ion, on parle de batteries solides, etc. Donc il y a des sauts technologiques dans les batteries qui font qu'effectivement un matériel
ou en l'occurrence, si je me réfère au marché de l'automobile, une voiture peut se trouver être totalement décalée par rapport au modèle qui la remplace, parce que la technologie de sa batterie ne lui permet pas d'afficher une autonomie compétitive par rapport à sa remplaçante ou à son remplaçant. L'incertitude quant à l'évolution du prix du kilowattheure ne pose pas de problème particulier aux distributeurs. Et enfin, selon eux, les clients ne voient pas de problème de fiabilité des matériels électriques dans le temps, pas de remise en cause. En tout cas, c'est la perception qu'ont les distributeurs par rapport à l'avis de leurs clients. Et on se réfère, donc on a vu que le prix était un élément majeur, donc on a voulu savoir si, selon les distributeurs, encore une fois, il pouvait exister une sorte d'élasticité au prix des clients par rapport au matériel électrique. Et donc, on a posé la question de savoir quel était, selon les distributeurs, le surcoût éventuel que les clients étaient prêts à accepter, un matériel évidemment comparable, pour basculer du thermique vers l'électrique. Et là, on a, si on cumule les deux barres de gauche, on a à peu près 60% des répondants qui nous disent, eh bien, si en fait le prix affiché du matériel électrique est supérieur de 10%, mais pas au maximum, comparé à son équivalent thermique, eh bien, les clients seraient prêts effectivement à basculer. Donc l'écart de 10% resterait acceptable. Et à peu près un quart des distributeurs, 16 plus 10, qui, eux, estiment que surcoût pourrait même pour être supérieur à 10 et pouvoir aller jusqu'à 20%, et que ça pourrait rester jouable en termes de négociation et d'approche commerciale. En revanche, aucun des distributeurs que l'on a interrogés ne voit une capacité à faire basculer un client du thermique vers l'électrique si le prix du matériel comparable en électrique est supérieur à 20% à celui du thermique. Enfin, il y a un petit peu moins de 15%, 13% des distributeurs qui disent non, mais nous, attendez, en fait, l'idéal, ce serait que le prix du matériel électrique soit parfaitement équivalent au prix du matériel thermique. Donc là, c'était sur la partie, on va dire, comment les distributeurs percevaient l'électrification du matériel par rapport à leur clientèle. Là maintenant, on rentre dans l'interrogation des distributeurs eux-mêmes par rapport aux avantages et aux inconvénients qu'ils perçoivent de la distribution de ces matériels. Et en commençant par la distribution par les avantages, que les distributeurs voient dans la distribution de ces matériels. Il y a 4 atouts qui se détachent. Pour 24% du panel, distribuer des engins électriques est indispensable pour accompagner une tendance actuelle du marché, même si très clairement, cette dernière est encore très limitée. Par ailleurs, il y a un autre quart, à peu près un petit peu moins, de distributeurs qui estiment que la présence des matériels électriques dans la gamme offerte aux clients leur permet d'améliorer leur image de marque auprès de ces clients. Et puis ensuite viennent 2 autres atouts perçus comme à égale mesure, qui sont de se positionner sur un marché d'ores et déjà qui pourrait s'avérer prometteur à terme, et également d'attirer de nouveaux prospects. C'est-à-dire, j'ai effectivement dans ma gamme des matériels électriques et j'attire chez moi des clients qui sont chez un autre distributeur qui, lui, aujourd'hui, n'a pas de matériel électrique dans sa gamme. En revanche, les aspects relatifs à la prévente et aux services additionnels relatifs à l'écosystème de l'électrification ne sont absolument pas perçus comme des avantages par les distributeurs du panel. Les résultats sont marginaux. Conquérir des nouveaux clients en après-vente, 3% simplement ont répondu, ça pouvait effectivement être le cas, et 1% seulement des distributeurs disent qu'il serait intéressant de proposer des services additionnels aux clients, comme l'installation de bornes de recharge ou autres. Encore une fois, on retrouve ces comportements et ces avis dans le milieu de la distribution automobile.
Quels sont maintenant les principaux inconvénients que les distributeurs perçoivent quand on leur parle de distribution de matériel électrique? Il y a un bon quart d'entre eux qui pointent du doigt avant tout les investissements assez lourds qui sont requis pour respecter les standards de distribution mis en place par les constructeurs relativement à la distribution de ces matériels électriques. Et à ces 26% qui donc estiment les investissements pour la distribution lourds, il faut aussi qu'on ajoute les 18% qui estiment qu'il faut également investir de manière assez lourde sur la partie après-vente pour s'équiper et pour équiper les ateliers des matériels requis, à la fois pour traiter les engins et puis effectivement la partie batterie. Donc il faut du matériel d'atelier spécifique, il faut des techniciens formés spécifiquement, et tout ça évidemment a un coût. Les distributeurs notent également comme un inconvénient assez important le fait que lorsqu'ils récupèrent des véhicules, des engins d'occasion suite à un leasing, la valeur de rachat n'est absolument pas positionnée par rapport au prix du marché. Et donc là aussi, on a, comme dans l'automobile, un très significatif problème de valeur résiduelle de ces matériels qui ne permet pas, en tout cas selon les distributeurs, d'avoir effectivement sur le marché de l'occasion des matériels électriques qui soient positionnés par rapport à ce qu'en attendent les clients. Les plus faibles marges sur les matériels neufs, les difficultés techniques rencontrées en atelier et le panier moyen en après-vente viennent compléter le tableau. Et le dernier point que je voudrais faire, c'est que les items qu'on a répertoriés en tant qu'inconvénients sont relativement resserrés en termes de poids relatif, contrairement à ce que l'on a pu voir sur la partie avantage, où on avait des écarts qui étaient nettement plus importants. Là, on a des choses qui sont relativement plus homogènes. Quand on interroge les distributeurs sur l'opportunité commerciale que représente la distribution de matériel électrique pour leur entreprise, vous avez simplement 2 distributeurs sur 10 qui disent oui, la transition vers l'électrique, c'est une opportunité de business qu'il faut saisir dès à présent. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Un peu moins de 4 distributeurs sur 10 nous disent ça, effectivement, c'est un segment de marché sur lequel il faut se pencher, mais il faudra certainement attendre entre 3 et 5 ans pour avoir une croissance suffisante et matérialiser, comment dirais-je, matérialiser le potentiel de ce marché. Mais pour plus de 4 distributeurs sur 10, le pessimisme est de rigueur. Ils ne misent pas vraiment ou pas du tout sur le segment des engins électriques pour développer leur activité commerciale présente ou future. Mais qu'ils soient optimistes ou pas quant à la faculté de l'électrique à se développer dans le futur, quand on interroge les distributeurs sur la manière qu'ils auraient éventuellement d'intégrer des matériels électriques à leur offre, si tant est que leur constructeur actuel ne le fasse pas, là, le constat est clair. Vous avez 2 tiers des distributeurs qui disent de toute façon, nous n'intégrerons pas de marque chinoise dans notre offre. Donc, si passage électrique il y a, ce sera sans l'adjonction d'une marque chinoise à notre portefeuille. 20% ont déjà intégré une marque chinoise et 14% envisagent de le faire, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à peu près 7 distributeurs sur 10 disent non, pas question, nous ne souhaitons pas distribuer de matériel chinois. Enfin, nous avons interrogé les distributeurs pour recueillir leur point de vue quant aux leviers qu'il faudrait éventuellement actionner pour pouvoir le marché des matériels électriques se développer véritablement dans le futur. Une première liste de leviers apparaît sur ce premier graphique. Comme vous pouvez le constater, les leviers qui sont inscrits là n'ont pas rencontré une véritable adhésion auprès des distributeurs.
la possibilité donnée aux engins de se recharger sur des bornes publiques, ou l'opportunité de promettre à des clients un meilleur TCO, en tout cas équivalent au thermique, une offre de solution PowerPack qui soit plus économique et ou plus souple, ou bien encore la promesse d'une stabilité du prix du kilowattheure, tous ces leviers-là ne remportent pas plus de 8% des suffrages du panel. Donc ces leviers-là, pour augmenter pour accélérer la transition vers l'électrique, les distributeurs n'y croient pas. On a soumis une seconde liste. Là, comme vous pouvez constater, les résultats sont un peu meilleurs, même si on n'a pas des résultats, les niveaux sont relativement faibles, mais les résultats sont meilleurs. Et il y a 4 leviers qui remportent 10 et plus de 10% des suffrages et qui sont dans l'ordre croissant. La mise en place d'une réglementation spécifique qui obligerait à l'utilisation de matériel électrique partiel ou total sur les chantiers et notamment sur les chantiers urbains. L'amélioration du processus d'accès à la prise sur les chantiers de manière à pouvoir recharger les matériels en cours de journée si besoin était. L'amélioration de l'autonomie des batteries, donc sans parler de recharge. Et puis, le principal levier, qui a remporté 17% des suffrages, qui est de dire, eh bien, il faut afficher des prix de vente de matériel électrique qui soient plus compétitifs par rapport à leur matériel thermique équivalent. Et là, je dirais que à ce niveau-là, la boucle est bouclée, puisque ces résultats font parfaitement écho aux principaux inconvénients que les distributeurs percevaient pour la transition de leurs clients vers l'électrique, qui étaient, rappelez-vous, le prix et l'autonomie des batteries. Si on se tourne maintenant vers l'avenir, on a demandé aux distributeurs de sortir, en quelque sorte, de sortir leur boule de cristal et de nous donner une estimation de la part de marché que pourraient représenter les engins électriques en 2030 selon leur tonnage. Donc en bleu, vous avez les distributeurs qui nous ont dit en 2030, les engins électriques représenteront moins de 5% des ventes sur cette catégorie, en rouge de 5 à 10%, en vert de 10 à 20%, et en mauve, plus de 20% des ventes seront représentées sur cette catégorie-là par l'électrique. Pour les machines compactes, c'est-à-dire les machines qui pèsent moins de 10 tonnes, les distributeurs, comme vous pouvez constater, sont hyper partagés. C'est-à-dire que c'est à peu près un 4 quarts à part égale. Il y en a un quart qui estime qu'effectivement, les machines électriques sur le segment des moins de 10 tonnes pourraient représenter 23% du marché à l'horizon 2030, plus de 20%. Et dans le même temps, vous avez un autre quart qui disent non, même sur ce segment des machines compactes, l'électrification ne représentera pas plus de 5% du marché à l'horizon 2030. Puis évidemment, les deux autres catégories qui représentent aussi, elles aussi à peu près un quart. Si on passe maintenant aux machines avec un tonnage moyen, c'est-à-dire des machines qui pèsent entre 10 et 20 tonnes, aucun distributeur ne pense que sur ce segment de marché, l'électrique puisse représenter plus de 20% des parts de marché. Pour la plupart, c'est-à-dire 56%, les distributeurs estiment que ces matériels limiteront leur pénétration à 5% des ventes. Mais bon, il y a quand même 44% des distributeurs qui estiment que cette part de marché pourrait être entre 5 et 20% à l'horizon 2030. Enfin, pour les machines dites lourdes, c'est-à-dire des machines dont le tonnage est supérieur à 20 tonnes, dans l'ensemble, très clairement, le panel n'y croit pas. Il y a 80% des distributeurs qui estiment que ces machines ne représenteront pas plus de 5% du marché à l'horizon 2030. Ils sont quand même 7% pour autant à dire bah, nous, on est un petit peu plus optimistes et on pense que même sur des machines très lourdes, les constructeurs sont capables de faire des batteries qui permettront des autonomies pertinentes. Et donc, on estime que potentiellement, ces machines pourraient représenter entre 10 et 20% du marché à terme, en 2030 en tout cas. Donc, pour résumer les résultats de cette étude, dans l'ensemble, le panel a estimé que les clients ne sont pas
convaincus ou pas encore convaincus de la pertinence d'une transition vers l'électrique de leur parc, qu'il y a des freins, il existe des freins majeurs à cette transition, mais ces freins sont finalement en dehors du champ d'action des distributeurs. On parle d'autonomie et de prix. Au niveau du prix, très clairement, les distributeurs ont jugé que le prix était le principal obstacle à la transition vers l'électrique. Donc, il est très clairement, la balle est dans le camp des constructeurs, à qui on dit, écoutez, messieurs, à vous de jouer et à vous de nous proposer des matériels à des prix plus compétitifs. Cependant, selon les distributeurs du panel, proposer des prix compétitifs ne signifie pas pour autant d'afficher des prix inférieurs ou équivalents à celui des véhicules thermiques, puisque, comme on l'a montré tout à l'heure, les distributeurs estiment que le client est prêt quand même à un surcoût pour transiter vers l'électrique. On a vu tout à l'heure 10%, que 10% était un seuil acceptable pour la majorité, en tout cas du point de vue des distributeurs, pour la majorité des clients. Dans un tel contexte, un développement potentiel du segment des engins électriques existe bel et bien. Et selon les distributeurs, il serait ainsi possible de convaincre environ un client sur deux, d'autant que les arguments pour y parvenir sont déjà clairement identifiés par les distributeurs. Mais ce vent d'optimisme est à tempérer, car dans le contexte actuel, qui est caractérisé tout de même par une demande de matériel électrique relativement faible, eh bien, le contexte actuel n'est absolument pas propice à l'investissement qui est requis pour respecter les standards de distribution et sur la partie après-vente imposés par les constructeurs en ce qui concerne les matériels électriques. Les distributeurs sont donc frileux. Ils attendent que les prix des engins baissent, que la technologie des batteries s'améliore, que les infrastructures de recharge, et notamment au niveau des chantiers, se développent, finalement, avant de se lancer. Et s'ils se lançaient, très clairement, les machines compactes seraient le segment de marché sur lequel ils miseraient pour le plus gros potentiel. En tout cas, pour un potentiel de développement le plus intéressant. Quoi qu'il advienne, on a 2/3 de nos panels qui ne souhaitent pas que cette transition vers l'électrique se fasse au travers de l'adjonction d'une marque chinoise dans leur portefeuille de marques, si tant est que les constructeurs avec lesquels ils travaillent, les partenaires avec lesquels ils travaillent à l'heure actuelle, ne disposent pas de ce type de matériel. Voilà, donc je conclus ici les principaux enseignements de cette étude. Et avant de conclure ce webinaire, j'aimerais toucher 2 mots sur un point que j'ai traité rapidement en introduction, qui concerne donc le guide de la distribution de matériel de BTP et de matériel de manutention. Comme je l'ai dit en introduction, ce guide a été créé pour la première fois en 2018, édité en 2019. La création, on l'a créé en 2018 pour l'éditer en 2019. Donc en 2025, on en est à sa 7e édition qui vient de paraître. C'est un guide qui représente un peu plus de 400 pages. Et il nous semble que ce guide est un outil utile à l'ensemble de la profession parce que chaque année, il constitue un recueil d'informations dites de référence qui permettent d'accéder à des données sur les réseaux, d'identifier les principaux acteurs, de détailler les activités, leur localisation, de mesurer l'évolution de leur activité. On a aussi introduit dans le guide, l'introduction du guide est basée sur ce que je viens de vous montrer ce matin. Donc il y a des éléments de marché aussi qui enrichissent ce guide. Et puis, pour les distributeurs eux-mêmes, ce guide est une manière de mieux se connaître et de mieux se faire connaître auprès de prospects, de clients, de fournisseurs, d'investisseurs ou de constructeurs, que sais-je. Donc, au-delà de l'analyse du marché que nous avons détaillée ce matin, dans ce guide, vous trouverez toutes les entreprises qui participent dans ce guide sont présentées sous forme d'infographie. Donc, vous en avez un exemple là, qui donne un certain nombre d'informations sur les distributeurs ou les entreprises qui veulent y figurer.
informations qui portent sur les activités de l'entreprise, sur le portefeuille de marque, sur les agences, sur leur couverture géographique. On demande aussi quelques données chiffrées sur les volumes de vente, par exemple, sur les chiffres d'affaires, sur les effectifs, ou également quel est le poids relatif de chacune des activités par rapport au chiffre d'affaires, donc le poids relatif de la vente de machines neuves, de machines d'occasion, d'après-vente, de location, d'autres activités. On laisse le soin aux entreprises de communiquer uniquement les informations qu'elles souhaitent, c'est-à-dire que ce que je viens de vous citer, vous pouvez les communiquer ou pas, c'est selon vos choix. Et on donne également, depuis quelques temps maintenant, la possibilité aux entreprises d'inclure dans leurs fiches un feuillet A4 de communication sur un sujet de leur choix. Là, vous avez un exemple pour le groupe HBI. Pour information, en 2025, donc sur la dernière édition du guide qui vient de paraître, 155 entreprises étaient répertoriées. Donc c'est plutôt pas mal, mais on souhaite aller plus loin. Et donc du coup, pour aller plus loin, il faut accueillir de nouveaux candidats. Et donc on compte sur l'ensemble d'entre vous. Alors juste pour information, pour celles et ceux qui sont déjà dans le guide, à partir du mois de juin, on vous informe que comme chaque année, vous allez recevoir un lien vers une plateforme SurveyMonkey en ligne sur laquelle vous allez pouvoir renseigner les informations dont nous avons besoin pour mettre à jour votre fiche, savoir si vous voulez donner des informations sur votre chiffre d'affaires, sur votre effectif, ou sur la création d'une nouvelle agence, ou sur l'adjonction d'une nouvelle marque à votre portefeuille de marque, c'est l'occasion de le faire. Et pour les entreprises qui ne sont pas encore dans le guide, à la même période, on enverra un questionnaire toujours à travers le même support, qui lui sera un petit peu plus étoffé, parce que il faudra créer la fiche ex nihilo, donc on aura besoin d'un certain nombre d'informations complémentaires. Donc, à bon entendeur, soyez attentifs et coopératifs. Comme dit Super Dupont, we need you, on va avoir vraiment besoin de vous. D'autant que je tiens à souligner, et je crois que c'est important, cette démarche est entièrement gratuite. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je repasse maintenant la parole à Hervé. Oui, merci Christophe, très intéressant ton intervention. J'ai une question. Dans la synthèse des résultats sur les travaux matériels électriques, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris et en vrai décalage avec l'auto, le camion, si on peut faire ce genre de comparaison? Non, alors franchement, on retrouve vraiment les mêmes, je veux dire, les mêmes. Alors, encore une fois, on n'a pas interrogé les clients, on a interrogé les distributeurs par rapport à la perception qu'ils avaient de leurs clients. Dans l'automobile, on interroge les clients, mais quelque part, les deux éléments se comparent totalement. La transition électrique est freinée par effectivement des éléments que les clients perçoivent, qui sont vrais ou pas, qui sont assis sur une réalité ou pas. Dans l'automobile, on parle beaucoup d'autonomie aussi. Dans l'automobile, il faut savoir que le trajet moyen d'un véhicule, c'est 37 km par jour. Donc, n'importe quel véhicule électrique est capable de remplir cette fonction. Je suis pas certain, par contre, que sur vos engins de chantier, si la machine tombe en rate de batterie au bout de 4 heures sur le chantier, ce soit effectivement pertinent. Donc là, il y a évidemment des différences qui existent dans la manière dont l'autonomie peut s'adapter aux besoins des clients. Sur la partie distribution, les inconvénients et les avantages qu'on a cités là, on les retrouve aussi sur l'automobile. Et très clairement, le prix est un problème, les VR sont un problème, et les investissements requis pour traiter du véhicule électrique, que ce soit en distribution ou que ce soit en après-vente, sont un problème majeur. Les distributeurs n'ont absolument aucune vision du ROI. On leur demande d'investir des sommes relativement importantes, avec face à eux une demande qui n'est pas là. Donc, obligatoirement, on a quand même des soucis majeurs. Donc, on retrouve, il y a vraiment des parallèles. La seule chose, encore une fois, que je
sur laquelle je me garderais bien de faire un parallèle, c'est sur la partie encore utilisation des engins et des voitures. Là, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux. Évidemment, là, on est en B2B. Vous, c'est votre élément de travail. On ne peut pas se permettre d'avoir des machines en panne ou des machines qui tombent en rate de batterie, encore une fois, au milieu de la journée. Pour un particulier, encore une fois, qui fait 37 km par jour, s'il a 150 km d'autonomie, il rentre chez lui, il va au travail, il rentre chez lui le soir sans aucun problème. Merci Christophe. D'autres questions peut-être? Bon, bah, si ce n'est pas le cas, nous allons te remercier. J'espère que tout le monde a apprécié cette intervention. On va la rediffuser, elle sera sur notre Web TV. Si certains d'entre vous ont envie de contacter Christophe en direct, ne vous Bien sûr. privez pas, ne vous privez pas. On se dit à très bientôt. Pour Excuse-moi certains- Hervé, je Oui, je viens t'en de voir prie. passer une question là rapidement. Moi, je peux effectivement vous envoyer le support de présentation et que ceux qui le souhaitent puissent le récupérer auprès de DLR, absolument aucun problème. Oui, tout à fait. Ce sera mis à disposition au libre service. C'est l'intérêt de la filière d'avoir un maximum d'informations de ce type sur ce genre de problématiques. Merci à tous. Pour certains d'entre vous, je vous retrouve dans quelques jours au congrès DLR annuel à Toulouse. J'espère que vous serez nombreux. Ça se présente bien, je vous le confirme. Euh, Bonne fin de journée pour commencer. Merci à tous et bonne journée à tous.